Il existe des empires bâtis sur la conquête et d'autres sur le commerce. Mais certains, les plus fragiles, sont érigés sur la peur d'un adolescent qui a vu sa ville brûler. 1922, la catastrophe de Smyrne. Le port cosmopolite, autrefois vibrant, n'est plus qu'un brasier où s'entremêlent les cris et l'odeur de la chair calcinée. Dans ce chaos, un jeune homme de 16 ans, Aristote Onassis, assiste à la ruine de sa famille. Il voit la fortune des siens, bâtie sur le tabac, partir en fumée. Il entend les échos des exécutions sommaires par les troupes turques. Ce jour-là, le sang et le feu lui enseignent une leçon brutale. Le monde est un prédateur, et la seule armure contre le chaos est l'or. Un or si lourd, si écrasant, qu'il peut faire plier le destin lui-même. Des décennies plus tard, cet adolescent est devenu un titan, un homme dont le nom est murmuré avec un mélange de crainte et d'admiration dans toutes les capitales du monde, Aristote Onassis. Il n'a pas seulement reconstruit sa fortune, il a bâti un empire naval qui étrangle les routes maritimes mondiales. Parti de rien, ou presque, moins de 100 $ en poche à son arrivée en Argentine en 1923, il a transformé la Grande Dépression en opportunité, rachetant pour une bouchée de pain des cargos bons pour la ferraille. Il a compris que la crise est une moisson pour ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. Mais un empire n'est rien sans une citadelle, un sanctuaire qui prouve au monde, et surtout à soi-même, que le chaos de Smyrne ne reviendra jamais. En 1963, il jette son dévolu sur une île, Skorpios, un caillou aride en mer Ionienne. Pour 3,5 millions de drachmes, soit à peine 117 000 $ de l'époque, il s'offre un royaume. Ce n'était pas un achat immobilier, c'était une déclaration de guerre à la nature, à la pauvreté, à son propre passé. Onassis y déverse une fortune obscène. Plus de 3 millions de $ de l'époque, l'équivalent de 30 millions de $ aujourd'hui, sont engloutis pour plier l'île à sa volonté. Du sable est importé d'ailleurs pour créer des plages parfaites, là où il n'y avait que des rochers. Plus de 200 variétés d'arbres arrachés aux 4 coins du globe sont plantés pour transformer ce désert en un Éden artificiel. Pendant que l'on façonnait ce paradis, la Grèce, elle, survivait. Au milieu des années 60, le revenu annuel d'un citoyen grec moyen était d'environ 700 $. Le coût d'aménagement de Skorpios représentait l'équivalent du labeur de plus de 4200 Grecs pendant une année entière. Une seule fête sur son yacht, le Christina O, dont l'entretien annuel dépassait les 5 millions de $ actuels, coûtait plus que ce qu'une famille grecque ne gagnerait en une décennie. C'était le prix du silence, le prix pour oublier les flammes. Skorpios n'était pas une maison, c'était une forteresse, une cage dorée conçue pour impressionner l'élite mondiale et pour dissimuler les dysfonctionnements d'une famille déjà fracturée. Derrière la Villa Rose, l'héliport et les jardins luxuriants se cachait une prison. Un théâtre où les drames les plus violents allaient se jouer, loin des regards, dans le silence assourdissant du luxe. Les murs de marbre froid allaient bientôt absorber les cris, les négociations brutales et les larmes, car cet empire, bâti sur les cendres d'une ville, portait en lui les germes de sa propre ruine. La malédiction n'était pas à l'extérieur des murs, elle était déjà à l'intérieur, assise à la table du patriarche. Il y a deux façons de construire un empire, par le fer ou par l'or. Mais tous deux s'achèvent de la même manière, dans le silence. Un silence lourd, profond, où les échos des fêtes fastueuses se mêlent aux murmures des fantômes. Certains hommes bâtissent des monuments pour célébrer leur triomphe, d'autres pour enterrer leurs démons. Et parfois le monument devient un tombeau. Imaginez Skorpios dans les années 60. Le marbre de la Villa Rose, frais sous le soleil de la mer Ionienne. Le rire de Jackie Kennedy se répercutant sur l'eau, tandis que le yacht Christina O, un palais flottant de 99 mètres, attendait dans la baie, ses fameux tabourets de bar recouverts de la peau la plus rare et la plus choquante. L'air sentait le sel, les pains importés et l'argent. Un argent si obscène qu'il pouvait plier la nature elle-même, transformer une roche aride en un Éden crivé. C'était le son de la victoire sur le destin. Aujourd'hui, ce son a disparu. Le silence est revenu. L'île, autrefois le centre du monde, est devenue une transaction immobilière, un actif de luxe passé entre les mains de milliardaires russes. Les pas des fantômes de la dynastie Onassis résonnent dans les allées vides. Le sang de son fondateur ne coule plus dans les veines de personne. La lignée est éteinte. Ce paradis artificiel, bâti pour défier la mort, n'est plus qu'un mausolée doré, une preuve cruciale que l'on ne peut échapper à son passé. Au sommet de sa puissance, la fortune d'Aristote Onassis était estimée à plus de 500 millions de $ de l'époque, soit l'équivalent de près de 3 milliards de $ aujourd'hui. Un empire naval, financier et immobilier qui tenait le monde en otage. Mais cette histoire n'est pas une histoire de réussite, c'est l'autopsie d'une dynastie. Car derrière chaque milliard se cache un péché originé. Et l'empire Onassis, bâti sur les cendres d'une ville en flammes, portait en lui la malédiction de sa propre ruine. Avant de plonger dans les secrets de ce naufrage doré, une question. Si vous aviez le pouvoir absolu de façonner un lieu à votre image, que construiriez-vous pour prouver au monde que vous avez gagné? Et que craindriez-vous que ces murs révèlent sur vous? Dites-le nous dans les commentaires. Pour comprendre le monstre, il faut d'abord comprendre l'enfant. Avant l'or et le marbre, il y eut le feu et les cendres. Smyrne, 1922. Une ville cosmopolite livrée aux flammes, un port transformé en abattoir à ciel ouvert. Au milieu de ce chaos, un adolescent de 16 ans, Aristote Onassis, regarde son monde s'effondrer. La fortune de sa famille, bâtie sur le commerce du tabac, n'est plus qu'une colonne de fumée âcre qui monte vers un ciel indifférent. Ce n'est pas la perte de l'argent qui le marque, c'est le son des exécutions sommaires dans les rues, l'écho des cris de ses proches, le silence brutal qui suit chaque détonation. Il voit des hommes puissants, hier encore respectés, devenir des proies.
Il apprend, dans l'odeur de la chair calcinée, que la civilisation n'est qu'un vernis fragile. En dessous, il n'y a que des prédateurs et des victimes. Cette nuit-là, dans les ruines fumantes de Smyrne, une certitude s'ancre dans son âme. Le monde n'a pas de morale, il n'a que des rapports de force. La seule protection, la seule armure contre la brutalité du destin n'est pas l'honneur ou la lignée, mais une richesse si obscène, si écrasante, qu'elle peut acheter le silence des dieux eux-mêmes. Il ne se jure pas de survivre, il se jure de régner. Le point de rupture a lieu 1 an plus tard, en 1923, sur le quai d'un port de Buenos Aires. Il débarque avec moins de $100 en poche, le goût des cendres encore dans la bouche. Il n'est personne, un réfugié parmi tant d'autres. C'est là, dans l'anonymat et la pauvreté, qu'il prend sa décision. Il ne sera plus jamais faible, il ne sera plus jamais une victime dont on peut disposer. Chaque dollar qu'il gagnera ne sera pas une pièce de monnaie, mais une brique dans la forteresse qu'il bâtira autour de son cœur. Sa montée ne fut pas une ascension, mais une conquête. Il commence comme opérateur téléphonique, mais ses nuits sont consacrées à l'étude des marchés, à l'apprentissage des flux de capitaux. Il écoute, il absorbe, il attend son heure. Et son heure arrive avec la ruine des autres, la Grande Dépression de 1932. Alors que les empires financiers du monde s'effondrent, Onassis, lui, sourit. La crise est une moisson pour ceux qui n'ont pas peur du sang. Il rachète ses premiers cargos pour des prix dérisoires, des navires que leurs propriétaires ruinés envoient à la ferraille. Pour eux, c'est la fin. Pour lui, c'est le début. Il comprend avant tout le monde que le monde aura toujours besoin de transporter des marchandises, surtout le pétrole, le sang noir de l'économie du XXe siècle. Sa flotte de pétroliers devient une armada qui étrangle les routes commerciales, faisant de lui l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Chaque contrat signé est une revanche sur Smyrne. Chaque million de dollars accumulé est une pierre tombale sur le souvenir de sa propre impuissance. Dans les années 50, sa fortune est déjà colossale, un empire bâti sur l'acier, le pétrole et une absence totale de scrupules. Il navigue dans les eaux troubles de la politique internationale, utilisant les crises mondiales comme des leviers pour accroître sa richesse. Mais la richesse seule ne suffit pas à construire une dynastie. Il faut du sang, une lignée. C'est là qu'intervient sa première grande transgression, le moment où la logique du prédateur s'applique non plus aux affaires, mais à l'humain. En 1946, il épouse Tina Livanos. Ce n'est pas une union d'amour, c'est une fusion-acquisition. Tina est la fille de Stavros Livanos, son plus grand rival. Ce mariage unit les deux plus grandes flottes marchandes grecques, créant un monopole de fait. Avec ce geste, Onassis ne gagne pas une femme, il absorbe un empire rival. Il traite un sacrement comme une clause commerciale, une lignée comme un actif financier. C'est le péché originel de sa dynastie. Il vient de prouver que pour lui, tout est à vendre, même les liens du sang. Cette décision, si brillante sur le plan stratégique, vient de planter la graine de la ruine au cœur même de sa famille. Il a battu les murs de sa forteresse, sans voir que la malédiction était déjà à l'intérieur. Pour Aristote Onassis, un empire ne se mesurait pas en titre boursier ou en baril de pétrole. Il devait prendre une forme physique, une forme si massive, si arrogante, qu'elle puisse insulter le ciel lui-même. En 1963, il a trouvé sa toile, Scorpios, une île aride, un caillou oublié en mer Ionile. Il l'a acheté pour 3,5 millions de drachmes, l'équivalent de 117 000 $ de l'époque, le prix d'une maison de banlieue pour un royaume. Ce n'était pas une acquisition, c'était la première salle d'une guerre contre la mémoire. La véritable dépense n'était pas le prix d'achat, mais le coût de la transfiguration. Onassis a déversé sur ces rochers une fortune obscène, plus de 3 millions de dollars de l'époque, soit près de 30 millions de dollars aujourd'hui. Ce n'était pas une rénovation, c'était une réécriture de la création. Là où il n'y avait que des rochers acérés, il fait importer du sable blanc par barges entières pour sculpter des plages parfaites. Il a fait arracher plus de 200 variétés d'arbres aux 4 coins du monde pour transformer cette terre stérile en un jardin d'Éden. Chaque arbre planté était une négation des cendres de Smyrne. La Villa Rose, la résidence principale, n'était pas une maison, mais un monument à l'ego. Le marbre, importé d'Italie, était si abondant qu'il gardait les pièces froides même sous le soleil écrasant de la Grèce. Les boiseries rares, venues d'Afrique et d'Asie, ne sentaient pas le bois, mais le pouvoir. Chaque poignée de porte, chaque robinet était plaqué d'or. Ce n'était pas pour la beauté, mais pour le poids de la victoire sur la pauvreté, un poids si lourd qu'il finirait par tout écraser. Entrer dans Scorpios, c'était entrer dans un silence artificiel. Les grands salons étaient conçus non pas pour le confort, mais pour l'intimidation. Des plafonds hauts comme des nefs d'église, des œuvres d'art accrochées au mur non pas par goût, mais comme des trophées de chasse. On ne marchait pas dans ces pièces, on y effectuait une procession, conscient à chaque pas de la fortune colossale qui vous entourait. C'était un luxe qui ne réchauffait pas, mais qui glaçait le sang. Les appartements privés offraient une vue imprenable sur un paysage entièrement manufacturé. Chaque arbre, chaque buisson était placé selon la volonté d'un seul homme. C'était la nature privée de son chaos, une nature soumise, domptée, comme Onassis voulait dompter le monde. Depuis ses fenêtres, le monde réel semblait lointain, insignifiant, une abstraction. La seule réalité était celle qu'il avait payée pour construire. À l'extérieur, le contrôle était absolu. Un héliport permettait aux puissants de ce monde d'arriver sans toucher le sol grec ordinaire. Un quai privé accueillait le Christinao, son palais flottant de 99 mètres, véritable sanctuaire de sa démesure. C'est là que se trouvaient les fameux tabourets de bar recouverts de peau de prépuce de baleine, un détail si choquant qu'il en devenait une déclaration.
Même les créatures les plus monumentales de la planète pouvaient être réduites à un simple ornement pour son plaisir. L'air de Scorpios avait une odeur unique, un mélange de sel marin, de pins importés, et par-dessus tout, d'argent. Un parfum entêtant de richesse si totale qu'elle pouvait acheter le silence. Le seul son toléré était celui des fêtes, le rire de l'élite mondiale se mêlant au tintement des verres de cristal. Mais même ce bruit était contrôlé, une bande-son pour le théâtre de sa puissance. Ces fêtes étaient légendaires. Winston Churchill y a peint, Greta Garbo s'y est cachée, la royauté et les stars de cinéma s'y pressaient, non pas pour l'amitié de Nassis, mais pour être au centre du pouvoir. Chaque soirée était une démonstration de force, une mise en scène où les invités étaient à la fois des spectateurs et preuve de sa réussite. Le champagne ne célébrait rien, il validait une hiérarchie. Pour maintenir cette illusion de perfection, une armée invisible de 70 employés travaillait dans l'ombre. Des jardiniers qui remplaçaient la moindre fleur fanée, des chefs qui pouvaient satisfaire n'importe quel caprice à n'importe quelle heure, une sécurité qui garantissait que le monde extérieur et ses misères ne viendraient jamais souiller ce paradis. Ils étaient les prêtres silencieux du culte de Nassis, les témoins muets de la tragédie qui se nouait. La routine quotidienne sur l'île était celle d'un monarque en exil volontaire. Des petits déjeuners sur des terrasses surplombant une mer qui lui appartenait de facto, des après-midi passés à diriger son empire naval par téléphone, déplaçant des flottes de pétroliers d'un continent à l'autre depuis un fauteuil en cuir. Il était le maître du monde, mais un maître enfermé dans une cage dorée qu'il avait lui-même construite. Car derrière la façade de marbre et d'or, Scorpios était un champ de bataille. La Villa Rose n'était pas une maison de famille, c'était une arène. Les murs froids ont absorbé les échos des négociations les plus brutales, des ultimatums lancés à ses rivaux, à ses maîtresses, et surtout à ses propres enfants. L'isolation n'était pas pour la tranquillité, mais pour le secret, pour que les cris ne puissent pas s'échapper. C'est ici qu'Onassis a tenté de diriger la vie de son fils Alexander comme il dirigeait sa flotte, lui offrant $1 million pour qu'il quitte la femme qu'il aimait. C'est ici que son mariage avec Jackie Kennedy, l'acquisition ultime, est devenu une source de conflit permanent, une trahison que ses enfants ne lui pardonneraient jamais. Scorpios était le théâtre où la dynastie Onassis a commencé à se dévorer elle-même. Il n'y avait pas de cachot ou de salle de torture à Scorpios. La brutalité était psychologique, et elle se déroulait à la vue de tous, dans les salons dorés. La vraie prison était l'île elle-même, un lieu d'humanité écrasante dont l'on ne pouvait s'échapper émotionnellement. Chaque repas de famille était un conseil d'administration hostile, chaque conversation une négociation. L'amour était un actif, l'affection une clause. La malédiction de l'Empire n'était pas une force extérieure, elle était gravée dans les fondations de marbre de l'île. Pendant qu'Onassis dépensait l'équivalent de $30 millions pour créer son paradis artificiel, le citoyen grec moyen survivait avec environ $700 par an. Le coût d'aménagement de Scorpios représentait le revenu annuel de plus de 4200 familles grecques. Le sable importé pour ces plages valait plus que les flottes de pêche de villages entiers qui luttaient pour leur subsistance à quelques kilomètres de là. Le symbole ultime de ce mépris était le Christina O. Son coût d'entretien annuel seul, plus de $5 millions en valeur actuelle, aurait pu financer des dizaines d'écoles ou de dispensaires. Une seule de ces fêtes extravagantes coûtait plus que ce qu'une famille grecque ne gagnerait en une vie entière de labeur. Ce n'était pas de l'insouciance, c'était un message brutal. Leur monde, leur réalité, leur souffrance n'existaient pas. Le paradis d'un homme était bâti sur l'indifférence à la misère de milliers d'autres. Le mariage avec Jacqueline Kennedy en 1968 ne fut pas une union, ce fut une annexion. Pour Aristote Onassis, c'était l'acquisition finale, le couronnement de son empire. Il n'épousait pas une femme, il achetait une légende, fusionnant son or brutalement acquis avec le mythe de la royauté américaine déchue. C'était l'acte du bris ultime, la preuve qu'il pouvait apposer son nom sur l'histoire elle-même. Sur le pont du Christina O, le champagne coulait, mais il avait le goût amer de la transgression. Le monde regardait, fasciné et horrifié, un titan qui pensait pouvoir acheter les fantômes. Pour ses enfants, Alexander et Christina, ce fut la trahison finale, pas une simple affaire de cœur, mais une profanation. Ce spectacle médiatique, orchestré depuis Scorpios, souillait la mémoire de leur mère et effaçait leur identité grecque au profit d'une mascarade internationale. Les murs froides de la Villa Rose, autrefois témoins de la construction d'un empire, absorbaient désormais les échos d'une guerre civile silencieuse. La paranoïa s'installa. Chaque dîner était un champ de mine, chaque conversation une négociation hostile. L'île, conçue comme un sanctuaire, était devenue une arène où le père et le fils se jaugeaient comme des prédateurs. Onassis, incapable de comprendre une blessure que l'argent ne pouvait guérir, utilisait la seule arme qu'il maîtrisait, l'or. Il offrit $1 million, une fortune équivalente à plus de 8 millions aujourd'hui, à son fils Alexander pour qu'il abandonne la femme qu'il aimait. Ce n'était plus une offre, mais un ultimatum, la transformation brutale d'un lien paternel en une OPA hostile. La forteresse de Scorpios, bâtie pour repousser les menaces du monde extérieur, servait maintenant à assiéger ses propres habitants. L'Empire ne protégeait plus la famille, il la dévorait. Puis vint le jour où le ciel lui-même réclama son dû. 24 janvier 1973, un aéroport d'Athènes. L'air est calme. Alexander Onassis, 24 ans, l'héritier désigné, le prince de cet empire naval, s'apprête à décoller. Il n'est pas seulement un fils, il est la continuation, la seule garantie contre le silence et l'oubli. L'avion, un Piaggio amphibie, s'élance. Mais le son n'est pas juste. Un bruit de métal fatigué, un hoquet du destin. L'ascension est trop brève, trop fragile. Le fracas qui suivit ne fut pas celui d'un simple accident. C'était le son de la dynastie Onassis se brisant contre le sol. Le bruit du verre et de l'acier tordu était l'écho de la chute d'un empire.
En une fraction de seconde, les millières, les pétroliers, les palais et les îles ne signifiaient plus rien. Un seul appel téléphonique suffit à traverser l'Atlantique et à atteindre le Titan dans son bureau de New York. Et le son de la voix à l'autre bout du fil renvoyait Onassis 50 ans en arrière, dans les cendres de Smyrne. Il était de nouveau cet adolescent impuissant, regardant son monde brûler. La suite ne fut qu'une dernière négociation désespérée contre la mort. Alexander était en état de mort cérébrale, mais Onassis refusa le verdict. Il fit venir par avion les plus grands neurochirurgiens du monde, promettait des fortunes pour un miracle. Il achetait le silence des médecins, payait pour que les machines continuent de faire battre à cœur dans un corps déjà vide. Le chevet de son fils devint le théâtre de son ultime défaite. Pour la première fois de sa vie, son or était impuissant. La malédiction ne venait pas de l'extérieur, elle était tombée du ciel, rappelant brutalement que certains contrats ne peuvent être renégociés. L'homme qui survécut à l'accident n'était plus Aristote Onassis, c'était une coquille vide, un fantôme hantant les couloirs de son propre empire. Il offrit une récompense d'1 million de dollars pour toute preuve de sabotage, incapable d'accepter la brutalité du hasard. La logique du prédateur ne pouvait concevoir une fin qui ne soit pas une conspiration. Il dépensait des fortunes auprès de médiums, tentant d'acheter une dernière conversation avec son fils. La paranoïa, autrefois confinée au mur de Scorpios, était devenue son unique réalité, une prison mentale bien plus solide que son île de marbre. Le 15 mars 1975, le Titan s'éteint, pas à Scorpios, sa citadelle, mais dans un lit d'hôpital à Paris, vaincu. Sa mort ne fut pas une fin, mais une dissolution. L'Empire, privé de son centre de gravité, devint ce qu'il avait toujours été, une collection d'actifs froids et sans âme. Son testament fut son dernier acte de guerre contre le destin. La moitié de sa fortune fut léguée à une fondation au nom d'Alexander, un mausolée financier pour son chagrin. L'autre moitié, la moitié empoisonnée, revint à sa fille, Christina. Christina hérita de l'or, mais surtout de la ruine. Sa vie fut un tragique épilogue, une course désespérée pour fuir le poids de son nom. Les mariages ratés, la dépression, l'abus de médicaments n'étaient que les symptômes de la malédiction transmise. Elle fut retrouvée morte le 19 novembre 1988, à 37 ans, à Buenos Aires. La boucle était bouclée, dans la même ville où son père avait commencé sa conquête avec moins de 100 dollars en poche. Le sang des Onassis ne coulait plus. Le silence était total. L'Empire, bâti pour défier la mort, n'avait réussi qu'à la rendre héréditaire.